sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo proporre con la propria vita esiste anche grazie a te. Buonasera a tutti e Bonsoir à tous et bienvenue. Je salue et je remercie nos invités qui ont accepté d'être ici avec nous ce soir. Monseigneur Gianpaolo Dianin, évêque de la ville de Chioggia en Italie. Nous l'applaudissons et nous lui souhaitons la bienvenue. Adriano Bordignon, président du Forum des associations familiales italiennes. Achille Spinelli, vice-président de la province autonome dans le domaine de la famille pour la province autonome de Trente. Fernando Milanes, qui arrive du Mexique, président du Congrès international pour la famille. Bienvenue. Et Monica Serrelli et Martina Busa qui vont nous aider d'entrer dans le thème de cette rencontre à travers leurs témoignages. Bienvenue à tous. L'avenir n'est plus ce qu'il était. Régénérer l'espérance par les familles. L'avenir n'est plus ce qu'il était. C'est une phrase de Max Strand, un poète américain, qui, dans sa poésie, décrit de manière admirable un monde dépourvu d'espérance, où le désir de rachat, de changement est immédiatement étouffé. Il dit « Quiconque s'est vendu veut se racheter. On ne fait rien. La nuit dévore ses membres comme une plaie. Tout s'assombrit. L'avenir n'est plus ce qu'il était. Les tombes sont prêtes. Les morts hériteront des morts. » C'est une image très dure, mais qui décrit bien le désert humain qui nous entoure souvent, qui nous assaille. Parce qu'autour de nous, nous voyons souvent une grande difficulté à vivre et transmettre la confiance en l'avenir qui définit l'espérance. Et les familles, la famille est le premier lieu qui souffre de ce manque de confiance, bien souvent. Et on en voit un signe dramatique dans la baisse des mariages et des naissances, dans les difficultés familiales que nous voyons souvent à la télévision, la diminution aussi des adoptions et des familles d'accueil. Nous connaissons un manque d'ouverture à l'autre qui conduit par exemple à la difficulté d'intégration pour ceux qui ont dû fuir leur propre terre ou à l'engagement qui est en perte de vitesse. Et pourtant, c'est de la famille que l'on peut repartir, qu'on peut régénérer l'espérance, qu'on peut jeter les fondements pour construire avec des briques nouvelles des maisons, des demeures où chacun puisse enfin se sentir aimé. Comme nous l'a rappelé le pape Léon XIV lors du jubilé des familles, il a dit « Le monde d'aujourd'hui a besoin de l'alliance conjugale pour connaître et accueillir l'amour de Dieu et dépasser par sa force unificatrice les forces qui désagrègent la société. » Et grâce à Dieu, il y a encore des personnes comme nos invités d'aujourd'hui qui vivent cette dimension, qui regardent l'avenir avec espérance, en prenant des risques pour accepter de construire. Nous allons commencer par Monseigneur Dianin. Pourquoi est-ce que dans ce contexte, la famille que nous avons décrite représente aujourd'hui un point d'espérance pour une société nouvelle?
Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un honneur d'être ici parmi vous en parlant de ce thème. Je voudrais répondre à ta question en partant du texte Raymond Veil de 1965. On conclusait le Concile de Vatican II avec le Gaudium et Spes, qui, avec le nombre qui dit à la famille, commence comme ça. Le salut de la personne et de la société, tant humaine que chrétienne, est étroitement lié à la prospérité de la communauté conjugale et familiale. Le salut. Ce terme latin salus, qui sonne comme ça, qu'on peut traduire comme santé physique, bien-être, mais aussi le salut comme salut chrétien. Le texte poursuit en soulignant les nouvelles potentialités de la famille qu'il appelle subsidiaires, c'est-à-dire toutes ces aides qui permettent aujourd'hui de poursuivre la mission dans le monde, en mettant en exergue la fragilité du mariage, la faiblesse de l'amour conjugal, les conditions économiques difficiles, l'aspect démographique qui à l'époque était la croissance démographique. Et c'était vraiment éloigné de la dénatalité que nous connaissons aujourd'hui. Le salut de la personne et de la société passe à travers de la famille. Et alors, le titre de cette rencontre m'a frappée. Et c'était « L'avenir n'est plus ce qu'il était ». Tel est le titre de cette rencontre. Et c'est tout à fait vrai. En 1965, l'avenir était marqué par la nécessité de consolider l'institution familiale. Aujourd'hui, il semble que nous devions refonder plutôt que consolider. On doit redéfinir les raisons du mariage plutôt que soigner les blessures inévitables. Clarifier ce que l'amour désormais réduit en sentiment et en émotion et allergique à tout lien qui ne soit pas provisoire. Mais aujourd'hui encore, comme en 1965, nous devrons affirmer avec force que ce terme salus, c'est-à-dire le salut et le bien des personnes dans la société, passe encore par le monde des sentiments et de l'amour. Nous croyons que le lien conjugal peut être un rempart contre cet océan de sentiments et de passions dans lequel les hommes et les femmes aujourd'hui risquent de se noyer parce qu'ils ne savent pas nager, même s'ils sont convaincus de savoir le faire. Aujourd'hui, comme en 1965, nous croyons dans la valeur de la famille. Nous croyons que la santé des personnes et la salut passe à travers une expérience familiale, dans ce lien à travers lequel la personne se peut nourrir. Et dans ces liens, elle peut structurer sa personnalité en partir de premiers oui et surtout des prénoms qui lui sont dits pour son bien. En 1965, l'espoir pouvait se contenter d'aller de pair avec l'optimisme. Le boom économique, la solidité substantielle des liens protégés par l'indissolubilité garantie par la loi, l'ouverture à la vie n'était pas mise encore à l'épreuve par l'avortement et l'explosion des techniques de procréation artificielle. Il était évident que le mariage concernait les liens entre homme et la femme, et personne n'imaginait que cet aspect puisse être remis en cause dans les débats mondiaux. L'avenir n'est plus ce qu'il était. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, l'avenir apporte avec lui des défis infiniment différents de ceux auxquels le Concile était confronté. Aujourd'hui, tout est remis en cause. Et voilà où on voit l'espérance. Aujourd'hui,
L'espérance ne peut être un optimisme générique. Il serait naïf de le penser. Aujourd'hui, l'espoir exige un ancrage solide, des raisons crédibles, des arguments significatifs et surtout demande à être porté non seulement pour les familles, mais surtout avec les familles. Voici la deuxième partie du titre, Régénérer l'espérance par les familles. Nous croyons que les familles doivent être les protagonistes de l'espérance. Certes, la réflexion, l'engagement social, politique, les discernements seront nécessaires pour donner une espérance à l'espérance, c'est-à-dire pour bien l'ancrer. Mais surtout, il faut des témoins d'espérance. Et seules les familles peuvent l'être, car il est dans leur ADN de générer la vie. Là où il y a la vie, l'espérance ne peut manquer. Dans ce sens, le pape François a eu une intuition très belle dans quand il a choisi le thème de jubilé, le thème de l'espérance qui ne déçoit pas, qui n'illusionne pas, qui ne s'époque pas des gens. Dans un contexte marqué par l'absence des pensées fortes, des projets globaux, des perspectives à long terme, la première à être humiliée est précisément l'espérance. Je pense à un slogan qui disait en un auteur, nous sommes toujours sur un grand navire, mais des autres parleurs, on ne rappelle pas la route, mais les menus du jour. Dans les contextes marqués par l'absence de pensée forte et de projets globaux, je disais que la première à être en crise est précisément l'espérance. Les gens ne cherchent plus le salut. Il suffit seulement le menu du jour, de se sentir bien. Et ce qui manque, c'est en fait l'espérance. Je me penche sur ce mot. Qu'il ne s'agit pas seulement d'une vertu, mais d'une dimension constitutive de l'homme. Fromm écrivait « Quand l'espoir disparaît, la vie est finie ». Elle a également une dimension sociale et politique. Ernst Bloch écrit dans son ouvrage « Les principes espérance » que celle-ci n'est pas la tendance à satisfaire un besoin, mais à dépasser l'état de besoin. Elle se caractérise par les refus d'un présent ambigu et la tension vers un avenir meilleur. L'espérance devient utopie, c'est-à-dire anticipation au niveau de l'imagination d'un monde meilleur. Dans ce sentiment de vague, elle peut ainsi assumer une fonction révolutionnaire. L'espérance n'est pas une évasion du présent, mais une passion pour le présent et l'avenir. L'espérance est une tension et un mouvement vers un but avec le courage de se pencher, de se déséquilibrer, de se dépasser. Elle ne s'arrête pas pour calculer les coûts et les avantages, mais elle aspire à la plénitude et la lutte pour le petit pas possible. L'espérance est audacieuse et même en même temps humble, car elle se réjouit des petits pas. Les époux et les parents sont des témoins d'espérance. Lorsqu'ils luttent pour leurs relations et embrassent avec dévouement les défis éducatifs. Je songe particulièrement aux parents adoptifs, et il y a beaucoup ici présents, et ceux qui ouvrent les portes dans leur maison à l'accueil. Pour moi, il s'agit vraiment de témoignages d'espérance. Parfois, en entrant dans leur maison et en connaissant les difficultés qu'ils traversent, parce que je le sais, je pense que c'est aussi une porte sainte du jubilé quotidien de nombreuses familles. Cette espérance utopique révolutionnaire
interpelle nous, les chrétiens. Je suis en train d'arriver à la fin. La foi, écrivait Benoît XVI, n'est pas seulement une inspiration vers des choses futures totalement absentes. Elle nous les rend présentes et cela change notre façon de vivre le présent. Et cela change donc l'aujourd'hui parce que celui-ci est déjà touché par l'avenir. La promesse de la vie au-delà de la mort façonne notre histoire en lui donnant un sang et un avenir. L'espérance avec la E majuscule fonde l'engagement du croyant et fait de la communauté chrétienne un trouble perpétuel pour toute ville qui voudrait être stable. Cette promesse chrétienne fonde l'engagement des chrétiens dans le monde, rassemble toutes les espérances des hommes et donne une direction. Et je vais terminer avec une situation. Il y a un tout dernier aspect très important. Les familles ne peuvent être laissées seules. Je crois que l'une des tâches qui est propre du chrétien est de prendre l'évangile au sérieux, où d'une part Jésus met en exergue l'indocibilité matrimoniale et de notre part nous invite au lien très fort propre de l'Évangile. Nous devons aujourd'hui remettre en question le modèle de famille nucléaire typique de notre monde occidental et nous devrons l'élargir à travers des réseaux, des associations et ainsi de suite. Et je crois que cela, c'est très important. Peut-être ils seront très peu les familles que le feront. Je pense aux familles pour l'accueil, mais je voudrais penser aussi que ceux qui ont maintenu l'espérance solide dans l'histoire du salut était le reste d'Israël, qui était une petite réalité, qui est resté fidèle en attendant celui qui est vraiment l'espérance, Jésus. Je pense que les familles sont des témoins d'espérance. Les familles dont j'ai parlé et qui ont organisé cette rencontre, je dois dire merci à ce petit reste qui maintient vive l'espérance parmi nous. Merci. Grazie. 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 Merci. Merci beaucoup pour vos paroles profondes, magnifiques, qui relancent une mission. Adriano, tu as publié récemment un livre intitulé « Révolution famille » pour nous relier d'une manière ou l'autre aux paroles que vient de prononcer Monseigneur Dianin. Et il y a un chapitre sur l'espérance. Alors là, ma question, c'est quelle est la contribution que la famille et les réseaux de famille apportent déjà aujourd'hui dans la société italienne, de ton point de vue, par l'expérience que tu fais? Merci, Luca. En effet, dans le livre, il y a un chapitre dédié à l'espérance parce que nous pensons que la famille, c'est un organisme, quelque chose de vivant qui a besoin d'un écosystème. L'un des éléments essentiels pour créer une famille, c'est celui d'avoir un air qui inspire l'espérance. En réalité, il s'agit d'une espérance extraordinaire d'ordre humain qui n'a jamais accompli. Dans les familles, les familles ont vécu, immergées, plongées dans l'écosystème en vivant la complexité des saisons. Mais les familles aujourd'hui sont affaiblir cette espérance à cause du contexte global dans lequel nous débattons. Avec des rechutes, avec la perte de l'enthousiasme envers la vie et son horizon de sens. Sa première conséquence
celle de la perte de l'espérance, expliquait le pape François dans l'Espèce confondite, et la perte du désir de transmettre la vie. On cédait dans le sens du reculer dans son propre désir que la seule loi dégénérative de l'homme. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une activité physique, mais aussi physiologique. Notre époque est en train de traverser une période différente et difficile. Et ma génération est la première depuis l'après-guerre à imaginer un avenir plus difficile pour ses enfants qui vivront dans un avenir plus difficile. Mon père était sûr, même s'il venait d'une époque très difficile et d'après-guerre, et que leurs enfants mèneraient une vie meilleure, plus de richesses, plus de paix, plus de démocratie, plus de santé, plus d'éducation, plus de liberté, plus de collaboration entre les personnes et les peuples. Il ne craignait pas le délabrement du tissu social, l'appauvrissement des relations, la dégradation de l'environnement, l'envahissement de l'intelligence artificielle, le consumérisme, l'individualisme. C'était une époque de grandes difficultés, mais surtout une époque de grande espérance. Aujourd'hui, être en crise, c'est l'espérance lui-même. Et nous vivons une saison très compliquée et je pense que l'effet particulièrement envers les familles de réancrer les racines, de remotiver les choix, de changer les regards. Aujourd'hui, le monde tourmenté par les conflits, les polarisations dans la politique et la communication, la contraction des réseaux relationnels, mais aussi le rythme frénétique, la dégradation de l'environnement, nous demandent de façons différentes d'être au monde. Face à ces changements de scénario, on ne devait pas céder et appliquer à des phases nouvelles des instruments du passé. Il est nécessaire donc une phase décisive où il contient dans soi une instance particulière. Romano Guardini, d'il y a quelques années, disait que l'amour s'applique à la réalité, quelque chose de créatif et irrépétible et sans modèle. Nous sommes appelés à une nation propre. Nous devons penser, réfléchir aux autres. Nous devrions rebâtir avec des briques nouvelles. L'un des fruits amers de cette saison qui n'était pas soutenu de la façon correcte, c'est la chute de la natalité. Que pour chaque société, est question d'espérance. Nous lisons dans l'espèce confondue. Cela gère espérance. Beaucoup sont les aspects qui d'ordre pratique, organisationnel, de ressources économiques, le système fiscal, la condition féminine et juvénile, se mettre à côté de l'incertitude de familles et de jeunes couples. Si la naissance d'un enfant n'a une reconnaissance sociale, n'a pas un support communautaire, ce n'est pas un désir partagé de continuité parmi les générations, alors l'espérance s'affiche et l'espérance donc générative de jeunes ne mérite pas d'être effacée, mais mérite d'être soutenue. Aussi, les relations des couples s'affilochent, ne sont plus nourries, ne deviennent plus fragiles, ne grandissent pas. L'inévitable crise, au lieu de se transformer en occasion de croissance, se transforme en une rupture de la relation. Et le pape François, dans Amoris Laetitia, cite un vieil adage qui dit que l'eau stagnante se corrompt, se détériore. Et cela arrive quand la vie et l'amour, le mariage stagnent, cessent d'être en mouvement, cessent d'avoir cette saine inquiétude qui la pousse vers l'avant. Voilà, cette situation met en crise l'espérance des familles et des personnes. Aussi, la cohésion familiale, c'est à l'égard de nous tous. Nous devons travailler pour redonner de l'espace et des possibilités aux familles et aux couples qui vivent des moments de crise. Ne pas à l'égard seulement l'aspect de la famille, mais c'est un fait social et communautaire. Voilà
parmi les motivations ou les forums se sont appelés à sauvegarder la famille. L'espérance, c'est le squelette qui protège, les muscles qui bougent, ce que le cœur désire et l'esprit conçoit. Père Freire, père de la pédagogie brésilienne, soutient que l'on peut s'adequer à l'espérance. On peut faire quelque chose pour la qualifier. Dans sa vision anthropologique, il avait clair que l'homme est appelé à devenir un sujet social et non un objet. La perspective même des familles comme sujet social que nous avons toujours soutenu avec conviction. Donc, des familles comme sujet social qui mérite d'être soutenues avec de la conviction. Voilà pourquoi la famille, si mise dans les conditions, peut devenir fondamentale dans la régénération de l'espérance, une sorte de hope farm, une ferme de l'espoir. Donc, comme le disait Pape François, un laboratoire d'humanisation. À travers de l'éducation, la créativité, la culture, l'engagement, le travail de transformer, de renouveler les relations humaines. Et l'espoir se nourrit de désirs, de possibilités. Donc, on doit donner aux familles la possibilité de désirer et d'espérer. Stay foolish, stay hungry est le fameux slogan de Steve Jobs qui n'était pensé pour le contexte que nous connaissons. Mais on peut dire que l'espérance n'est pas pour les gens avec un estomac plein qui se sont parfaites et arrivées. Il faut rester affamé avec ce pincée de folie qui permet de se remettre en jeu, de savoir prendre des risques, de ne pas laisser décourager par les difficultés et même d'utiliser les droits de l'erreur pour apprendre et agrandir à tout âge. Parfois, l'a expliqué le pape François lors de l'audience générale du 27 septembre 2017, avoir eu tout dans la vie est une malchance. Aujourd'hui, on doit le tenir en compte. Pensez à un jeune qui n'a pas appris la vertu de l'attente et de la patience, qui a brûlé toutes les étapes à 20 ans. C'est déjà comment va le monde. Il a été condamné à la pire condamnation, celle de ne plus rien désirer. C'est ça. Fermer la peur au désir, au rêve. Il ressemble à un jeune homme, mais l'automne est déjà descendu sur son cœur. Et voilà l'exigence que les familles doivent affronter. Alors, face à cela, l'espérance nous demande une action, une vertu qui demande à un protagonisme passionné à se mettre en marche, à travailler. Il s'agit de choisir quoi et qui être, dans quoi s'engager. Ce n'est pas une ligne de pensée, un état d'esprit, une vertu abstraite pour des gens de sacristie, mais des personnes qui savent conquérir leurs objectifs sans être soumis. Le dicton « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir » ne peut pas être le slogan. La vie doit être affrontée. Il ne vaut pas le fatalisme, mais prendre la conscience que notre territoire, le contexte du monde n'est plus immuable. Avec une formation, un esprit critique, une autonomie des pensées, une proposition partagée, on peut initier un changement avec des solutions possibles d'une manière responsable et collaborative. Du reste, les familles doivent devenir un moteur pour les pays. En fait, la famille est le fondement de l'amour concret. Un laboratoire d'amour toujours en production, fait de mains qui se salissent, cèdent, et où l'espérance permet de transformer les difficultés et les opportunités de croissance pour tous ses composants et ses membres et pour toutes les familles qui nous entourent. Voilà les défis pour alimenter l'espérance. Savoir sortir au-delà des frontières de sa propre maison, voilà le mandat que les familles ont en eux. La capacité de rendre visible l'amour de Dieu à travers des gestes ordinaires, et la famille offre un filet de protection et de résilience dans les épreuves de la vie et d'avoir l'épi quand on ne voit que la sémence. Une attitude qui prévient l'anéantissement et le désespoir et offre des outils pour faire face aux peurs et aux souffrances. Soutenir les familles, les habiliter dans leur potentialité, les représenter dans l'arène de la politique et de la culture est un précieux aliment de l'espérance dans notre pays.
et rempart de la justice. Pour alimenter le regard de l'avenir sur notre bien-aimé pays. L'espérance concerne donc la famille d'une manière spéciale parce qu'au fond, elle est la prémisse de l'être ensemble aux autres dans la solidarité, dans la communion. Parce que l'expérience nous dit que quelqu'un peut espérer ne peut pas dire « je espère », mais « je espère en toi ». En vous et en nous, parce que espérer signifie de confier dans une réalité personnelle, relationnelle avec quelqu'un qu'on peut appeler tout. Donc les familles doivent contribuer avec force à maintenir vive l'espérance dans notre pays. Voilà pourquoi Spes Nos Confundi nous dit nous ne pouvons pas contenter de vivre ou de vivacer, de nous adapter au présent en se laissant satisfaire par des réalités matérielles. Cela enferme dans l'individualisme et ronge l'espérance, en générant une tristesse qui se niche dans le cœur, en rendant les gens aigres et intolérantes. Ce sont des paroles de Spes non confondues vraiment claires. Voilà pourquoi nous avons une grande tâche. Spes non confondues nous dit qu'on doit constituer à partir de familles une alliance sociale pour l'espérance. On peut le faire, je pense, avec le petit reste du peuple de Dieu. De cela, on peut faire pousser de grands plants et de grands fruits. Voilà les défis pour nous tous et je vous souhaite le meilleur sur ce chemin. Merci Adriano pour ton intervention et pour ce que le Forum pour les familles fait à tous les niveaux, y compris politique. Et de ce point de vue, la province italienne de Trente représente un exemple vertueux. Et je demande donc à Achille Spinelli quelles sont les politiques en soutien de la famille développées par sa province, par son département, et quelles ont été ses raisons personnelles pour soutenir cette initiative et pourquoi. Merci pour votre question et bonsoir à tous. L'avenir n'est plus ce qu'il était et il n'est plus aussi brillant que ce qu'on pouvait imaginer par le passé. On a cité le thème de la confiance et de l'espérance. Et ce sont des aspects qui convergent tous vers un objectif, celui de trouver un avenir et de donner des jambes à cet avenir, un avenir durable. L'avenir n'est plus ce qu'il était parce que la société a changé et parce que le grand hiver démographique est tombé sur tout le monde. Et il a fortement frappé l'Italie, en particulier la province que je représente. Et il la frappe parce que la politique doit forcément chercher à donner une clé d'interprétation de cette phase et à apporter des réponses politiques pour trouver des solutions. Je suis appelée à apporter un témoignage, une expérience. La région du 31 constitue en Italie quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle une province autonome et c'est quelque chose de spécial, pas seulement parce que c'est un statut spécifique, mais parce que cela nous impose d'agir avec responsabilité. Et ce sont deux éléments essentiels de l'autonomie de certaines provinces en Italie, dans la politique, dans l'administration de notre communauté. Bien entendu, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que dans le temps, nous avons été et nous voulons être encore plus prochainement des laboratoires d'initiatives politiques, de projets. Mais si nous sommes responsables, si nous innovons, nous le sommes aussi parce que nous avons la capacité de partager et d'écouter. Nous ne sommes pas des personnes qui ont la vérité en poche, comme l'a dit le président. Nous avons besoin de collaborer, de communiquer les informations, de nous comprendre, de nous sentir en profondeur, dans les familles quels sont les besoins. Nous sommes tous citoyens du monde, nous avons tous une vie, mais il y a beaucoup de thèmes aujourd'hui qui révolutionnent aussi les politiques et que l'administration publique doit prendre en compte.
Malheureusement, la politique est souvent habituée à dire non, ça c'est impossible, on ne peut pas le faire, ça n'est pas possible. Et ça apporte souvent des limites à la possibilité d'intervention en termes de bilan et de budget. Les ressources, par définition, sont limitées. Mais si nous voulons nous opposer, éviter quelque chose qui arrive trop fortement dans notre société, le vieillissement de la population, alors il faut bâtir des politiques différentes. Et donc notre province de Trente considère que les dépenses publiques dans ces domaines ne sont pas un gaspillage, mais un investissement. Donc ça signifie apporter des ressources dans un secteur qui va avoir un rendement. Le plan d'investissement public a construit un concept de rendement qui est de différents domaines. On parle de rendement économique, mais aussi sociaux. Et nous sommes convaincus que ça signifie un rendement durable pour notre système. Nous avons la chance d'être un organisme autonome et donc qui vit substantiellement de ce qu'il produit. En 90% de nos revenus viennent de là. Donc plus nous parvenons à alimenter notre système et à produire un système, et plus nous aurons de ressources pour investir dans les politiques sociales. Et les politiques familiales sont l'un des axes principaux des politiques sociales. Nous avons activé des instruments qui vont de l'Agence pour la cohésion sociale, qui coordonne et collabore avec les familles, avec les fonds des associations familiales. Elle les rassemble autour d'une table pour créer des éléments de subsidiarité. Nous avons réalisé des instruments, mis en place des instruments. En juillet dernier, nous avons réfléchi à une norme pour créer des structures en faveur des familles nombreuses. Les familles qui ont au moins 3 enfants recevront des subventions jusqu'aux 10 ans du dernier des enfants. Cela nous semble quelque chose de fondamental. Une politique qui veut essayer de donner des instruments doit avoir des instruments concrets. Et nous avons aussi un instrument plus ancien qui est le chèque familial et nous allons le réformer si nous avons le temps, je vous dirai comment. Mais je ne veux pas seulement me vanter de ces instruments, je voudrais aussi que ce laboratoire que nous sommes puisse servir d'exemple au niveau national pour proposer des pratiques qui pourraient être acquises et transférées à d'autres régions et même au niveau national. Bien sûr, on peut toujours faire mieux. Nous avons des chèques sportifs et culturels. De quoi il s'agit? Ce sont des instruments que les familles peuvent activer en faveur de leurs enfants mineurs pour visiter des musées, pour avoir des activités sportives, pour des moments de croissance personnelle. Parce que bien entendu, notre construction personnelle est faite aussi de quelque chose qui n'est pas seulement l'économie ou l'instruction scolaire. Les familles sont au cœur des politiques de notre système. Voilà le concept sur lequel je voudrais m'étendre. La famille, pour nous, c'est quelque chose de fondamental qui sert à redonner la confiance à notre système, à notre chemin. Je parle d'un chemin public, mais aussi d'un chemin administratif. J'ai parlé du chèque unique provincial que nous avons créé. C'est un instrument qui, d'un point de vue monétaire, financier, soutient la natalité, les fragilités économiques avec des innovations. Il soutient le handicap, les familles qui sont contraintes de faire grandir et de suivre des proches qui sont porteurs de handicap. Et puis, nous avons un chèque aussi pour les natalités qui essayent de répondre à une autre grande exigence, la conciliation entre la vie et le travail, qui intéresse surtout le rôle de la femme, de la mère, à l'intérieur du cercle familial. Nous avons aussi d'autres instruments auxquels nous travaillons et qui sont déjà actifs. Une agence du travail qui encourage les entrepreneuses mères, parce que souvent, on confond la mère avec une employés sur le plan dans le fonctionnaire ou dans le privé. Mais les mères sont aussi des grands entrepreneurs. Et lorsqu'elles veulent construire
une famille avec leur mari, elles sont souvent face à un grand choix qui est celui de devoir abandonner soit le choix de la famille, soit le choix professionnel. Et donc, cette grande alternative, ce grand problème qui se pose dans leur situation, nous essayons de le prévenir avec des possibilités de financement. Pendant 18 mois, on peut financer un manager donc elles peuvent pendant 18 mois financer un manager qui va les remplacer le temps de faire grandir leurs enfants. Donc c'est un instrument que nous allons essayer de développer encore plus. Mais bien entendu, le souhait de cette conciliation, il est aussi lié aux services qui entourent la famille. Si nous ne parvenons pas à construire un système de services fort, disponible, à un coût accessible, je ne dis pas gratuitement, parce que la gratuité, ça n'est jamais l'idéal, mais à un coût accessible. Le chèque provincial, l'idée, c'est de passer à un catalogue de services que l'on peut activer à travers ces chèques de services, que l'on peut activer à travers une liste de sujets habilités qui ont été évalués et certifiés. C'est un grand travail sur lequel nous sommes en cours, mais le concept, c'est que notre laboratoire d'innovation, qui s'appuie sur des universités, sur des grandes fondations de recherche, sur la collaboration en tant que système social, avec des interlocuteurs que nous sommes toujours amenés à rencontrer, voilà, que ce laboratoire puisse construire et puisse faire la différence en façonnant des politiques qui pourront enfin rendre l'espérance à notre système, à notre collectivité. Et si cela peut devenir une forme d'attractivité pour des familles qui peuvent voir notre région comme un lieu de destination pour fonder une famille et une carrière professionnelle en même temps, sans séparer les deux, voilà, nous pensons que nous pourrions avoir quelque chose à dire d'important et apporter une réponse importante. Bien entendu, dans un autre cercle de questions, je pourrais peut-être approfondir d'autres éléments. Pour l'instant, je m'arrête ici et je vous remercie. Merci d'avoir raconté ce que vous faites. Une institution qui, en écoutant, essaye de réaliser, de mettre en œuvre des politiques en faveur des familles. Et dans ce domaine, le dialogue avec les familles est certainement plus efficace. Fernando Milanés, nous avons l'expérience internationale venue du Mexique et cette expérience de famille qui s'associe pour construire. Alors, je voudrais te demander de quelle expérience naît le Congrès international de la famille du Mexique et pourquoi votre réalité de famille et en réseau est aussi importante dans la société mexicaine. Avant de te céder la parole, nous allons partager une vidéo qui introduit de façon rapide, en résumant votre réalité. La famille, le lieu où l'amour grandit, la paix se construit et la vie fleurit. La famille est notre première communauté de vie, un espace de rencontre, une source de sécurité, une identité et un but. Elle nous forme, elle nous humanise comme aucune autre institution. Mais nous vivons dans un monde plein de défis, un nombre infini d'épreuves et souvent nous ne sommes pas suffisamment préparés. Cela nous met à l'épreuve chaque jour. Et c'est pour cela que naît le Congrès international des familles, le CIFA. Le CIFA, c'est une rencontre unique où la famille tout entière trouve un espace pour apprendre, partager, rire, grandir. Pendant tout un week-end, les meilleurs experts internationaux et locaux avec des personnalités de tous les domaines, se réunissent autour du thème de la famille, avec l'objectif de la renforcer. Il y a déjà des milliers de familles qui ont connu cette expérience dans
la grande ville du Mexique. Le CIFA est bien plus qu'un événement. C'est une célébration d'amour, d'unité et d'espérance qui veut laisser une empreinte profonde dans les lieux où elle se déroule. Des expériences qui touchent le cœur, des laboratoires qui transforment, des espaces d'écoute qui concilient, des jeunes qui s'inspirent, des enfants qui apprennent et jouent, des familles qui se soutiennent, qui se donnent et qui s'élèvent. Le CIFA, le Congrès international des familles. L'amour de la famille est la beauté qui sauvera le monde. Ah, sì. Sal- Je salue les organisateurs de cette magnifique rencontre et je remercie en particulier toi, Lucas, pour ton invitation à partager notre projet en représentation de mon équipe. Je m'excuse parce que je ne suis pas en mesure de faire ma présentation dans votre magnifique langue, l'italien. De quelle expérience naît le Congrès international des familles? Elle naît de la reconnaissance des conflits et de la souffrance que vivent les familles et des défis pour lesquels elles ne sont pas suffisamment préparées. Nous nous sommes donnés pour mission de les accompagner dans un moment critique de notre histoire récente. Nous étions à la sortie de la pandémie et nous nous sommes rendus compte que la famille qui avait été dans les hôpitaux, les écoles, les lieux de travail avait besoin d'un soutien, d'un accompagnement. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'organiser notre premier congrès intitulé ainsi « En accompagnant les familles dans un monde plein de défis ». Nous attendions 2000-2500 participants. En général, tout se passait à distance. Et nous avions peur à ce moment-là de sortir. Mais nous avons eu plus de 12 000 personnes en réalité. Et c'est comme cela que nous avons eu l'idée de trouver un espace comme celui-ci. Ce qui devait être un événement unique est devenu ensuite un projet itinérant. En plus de la participation en présence, nous avons eu aussi 4 ou 5 000 personnes qui étaient connectées depuis tout le Mexique et 65 moyens de communication et plus de 350 articles dans tous les médias. Et un groupe nous a demandé de transférer ce congrès en 2024 dans sa ville et donc nous l'avons fait à Guadalajara. Et là aussi, nous attendions une participation de peut-être 3 000, 4 000 personnes. Mais à notre grande surprise, nous avons eu plus de 8 000 participants. Et environ 7 ou 8 000 personnes étaient connectées aussi. Donc au total, ça faisait plus de 15 000 personnes. 95 médias ont couvert l'événement avec plus de 300 articles. Et nous étions surpris de voir qu'ils parlaient bien, alors qu'aujourd'hui, quand on parle de famille, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et cette année, en 2025, nous avons organisé le 3e congrès dans la ville de Mérida, toujours au Mexique. Et il y a eu une participation de plus de 20 000 personnes entre les personnes présentes et connectées. Et nous avons eu presque 5 millions de visualisations pour notre événement. Au-delà des chiffres, ce qui nous touche, ce sont les témoignages des expériences qu'ont faites les participants.
Et pour citer seulement un exemple, je citerai, c'était une bénédiction pour ma famille, une expérience de renouvellement de l'Esprit Saint. Quel bonheur d'avoir pu participer à un événement aussi grand. C'est une expérience essentielle pour mon mariage, etc., etc. Nous pourrions citer beaucoup de témoignages de ce type. Nous nous sommes rendus compte que cet événement, en réalité, si on pouvait le résumer en un seul mot, c'était l'espérance. Espérance. Ce qu'il avait suscité, ce qui avait touché le cœur des participants, c'était l'espérance. Et pourquoi faire un congrès? Parce que pour les familles, c'est une expérience d'accueil et d'accompagnement. Et pour les leaders sociaux, c'est une opportunité pour se retrouver et mettre au centre de la société et de la famille comme un lieu de bien commun. C'est une opportunité pour promouvoir différents secteurs et une célébration de la collaboration entre associations, mouvements, leaders sociaux qui permet une articulation future. C'est ainsi que ce projet se transforme en quelque chose qui nous donne une unité et une espérance. Donc, qu'est-ce que c'est le Congrès international des familles? C'est un espace de rencontre, d'apprentissage, de collaboration intersectorielle et interreligieux qui appelle la société autour de la famille comme une cause d'unité pour l'accompagner face à ses défis et favoriser les conditions pour la renforcer. Au cours d'un week-end, il y a différentes sessions en simultané, un programme général qui s'adresse essentiellement aux époux, aux parents, aux éducateurs, qui vise à renforcer les mariages et les familles à partir de la compréhension du moment historique que nous vivons, de la contribution que la famille apporte à ses membres et en offrant des instruments pour aider à améliorer les fonctionnalités. Et puis, il y a aussi un programme jeune qui contribue à répondre aux interrogations fondamentales des jeunes et à soutenir leurs projets de vie. Et ces deux programmes se complètent avec des programmes pour les adolescents, des programmes pour les enfants qui, à partir du jeu et du sport et de différentes activités adaptées à leur âge, les aident à s'aligner dans ce grand projet commun qu'est la famille. En plus, nous faisons aussi une expo famille à laquelle participent des sponsors, des associations civiles locales, nationales et internationales et qui offrent des produits et des services aux familles. Nous avons également des salles d'écoute auxquelles on peut s'adresser pour demander des conseils de la part de spécialistes de façon gratuite, de façon à ce que ce qui s'ouvre dans les conférences, dans les rencontres, puisse ensuite être placé devant des personnes expertes pour l'assimiler et comprendre comment chacun peut affronter ses propres défis. Comment parler aujourd'hui de la famille dans un monde aussi plein d'idéologies qui s'intéresse plus au changement climatique et aux problèmes environnementaux? Disons que la famille est notre habitat naturel. Ce message a été très bien accueilli partout, même dans les moyens de communication. Et c'est peut-être pour cela que nous avons été aussi bien accueillis par les médias. La famille, c'est notre première communauté de vie. C'est un espace de rencontre, d'assurance, d'identité. Elle nous développe, elle nous humanise comme aucune autre institution. Et nous parlons aussi de l'empathie, ce que nous appelons le réalisme avec espérance. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y en a qui sont plus ou moins fonctionnelles. Chaque famille, toutes les familles peuvent être meilleures. Et pourquoi est-ce que cette réalité est importante dans la société mexicaine? Parce que nous avons tous besoin d'être accompagnés et nous pouvons tous accompagner. Et nous pouvons accompagner pas lorsque nous sommes meilleurs, mais parce que nous avons tous quelque chose à offrir. Et de même que la foi se renforce lorsqu'on la donne, en tant que personne, en tant qu'époux, en tant que famille, lorsque nous nous donnons, nous nous renforçons et nous grandissons. En évangélisant, je m'évangélise. En humanisant, je m'humanise.
En enseignant, j'apprends. Et nous nous convertissons en espérance pour l'autre lorsque nous allons à sa rencontre. Les familles sans réseau ne peuvent pas construire de monde nouveau. Nous voulons élever le soin, la promotion et le renforcement de la famille à un niveau prioritaire dans les agendas publics et privés pour la contribution irremplaçable qu'elle apporte à ses membres et au développement de la société. Nous croyons fermement que nous pouvons changer le monde famille par famille. Et comme on le voit dans ce schéma, nous avons tous un rôle à offrir. La famille comme habitat social, naturel, est plongée dans le modèle social. Et elle est aidée dans ses fonctionnalités et dans son développement. J'invite chacun à se voir au centre en tant que famille, mais aussi à partir du contexte de la vie pour comprendre comment il peut contribuer dans la communauté, dans le monde du travail, du divertissement, dans les églises et dans les fonctionnalités de la famille. Nous avons tous quelque chose à apporter. Bien sûr, nous pouvons changer le monde famille par famille. Je vous remercie. Grazie. Grazie Fernando. Possiamo cambiare. Merci Fernando. Nous pouvons changer le monde famille par famille. Dans ce début de changement, cela peut vouloir dire aussi commencer à construire la paix. La famille a aussi cette mission. Et le témoignage que nous allons entendre maintenant est lié à cet aspect. Parce que cette année, c'est la deuxième année dans laquelle certaines familles d'Italie s'impliquent dans l'accueil de certains enfants ukrainiens pendant l'été. C'est une initiative qui est née à l'initiative du cardinal Zuppi. Je pense que nous nous rappelons tous qu'il a été envoyé par le pape François à rencontrer Zelensky dans une tentative de construction de paix. Et en marge de cette rencontre, un ministre du gouvernement de Zelensky a demandé à Zuppi de pouvoir proposer cette initiative d'accueil d'enfants ukrainiens auprès de familles italiennes parce que à ce moment-là, elle-même, cette ministre même avait été ce qu'on appelait les enfants de Tchernobyl. Il y avait des familles italiennes qui accueillaient des enfants qui venaient de la zone de Tchernobyl pendant l'été. En ayant vécu cette expérience elle-même, elle a demandé à Monseigneur Zuppi s'il était possible de reproposer cette expérience qu'elle avait vécue elle-même en tant qu'enfant. Et dans ce contexte, Monica Serelli et son mari, l'an dernier, ont accueilli 2 frères ukrainiens. Donc la question que je voudrais te poser, c'est pourquoi vous avez décidé d'entreprendre cette expérience et quels fruits cela a généré dans votre famille et autour de vous. Grazie della domanda e buonasera a tutti. Bonsoir à tous. Moi et mon mari, nous vivons dans les Abruzzes et nous avons 2 enfants adultes. L'année dernière, nous avons décidé de répondre à un avis demandant la disponibilité pour accueillir au cours du mois d'août des jeunes Ukrainiens. Je dois dire que je viens d'une famille qui a toujours accueilli dans sa maison des personnes nécessiteuses de toutes sortes. Et cela, je le fais en tant que prémisse parce que avoir vécu dans une telle maison m'a certainement aidé à une disponibilité et à une ouverture grande. Et puis, fondamentalement, il m'a fait expérimenter les grands gains qu'il y a dans la difficulté d'accueillir. Donc, dans ma maison, j'ai appris qu'on peut accueillir gratuitement et qu'on gagne toujours. Cependant, et à travers de la fatigue. Considérant que pendant les mois d'août, mon mari Giampiero travaille toujours, les 2 seules choses dont nous nous sommes inquiétés étaient que nos enfants étaient d'accord et que nos amis collaboraient à cette aventure. Donc je me rends compte que cela peut sembler simpliste et s'inquiéter seulement de ces 2 aspects. Mais en réalité, cela naît de la conscience que l'on ne peut pas calculer tout ce qui va arriver. Comme le disait
Paul Claudel. Pourquoi se ferait trop quand il c'est simple d'obéir? L'accueil est sans mesure, sans calcul, en fait. Il est toujours différent de ce que vous imaginez. Il est toujours plus, en fait. Alors, Ivan et Maria sont arrivés et je utiliserai deux noms imaginaux. Et ce sont deux frères, deux jumeaux issus de Kiev. Et il était tout de suite évident qu'il avait de grands problèmes. La fille en particulier avait des marques évidentes sur le corps et un regard triste et absent. Et elle était toujours habillée en noir, parlait très peu et mangeait encore moins. Le voyage de ce mois où ils sont restés avec nous était très fatigant comme toute chose belle, mais comme l'avons dit, l'a dit Jean-Pierre, mon mari, nous avons certainement gagné plus de ce que nous avons donné. Nous avons assisté à une transformation qui n'était notre responsabilité et devenue évidente chez Maria dans son implication avec nous et avec nos amis. Je vous donne un exemple. Marie a fait pendant environ 3 semaines les bains dans la mer complètement habillée. Et je vais essayer de comprendre pourquoi, mais les réponses que j'avais obtenues étaient plutôt alarmantes. Et donc, c'est pas facile parce que je suis psychologue. Et l'idée, c'était d'approfondir. Donc, avait décidé de changer de cap parce que nous étions conscients que nous ne pouvions pas guérir ces blessures profondes. Mais nous pouvions embrasser ces blessures, aimer ces enfants pour ce qu'ils sont. Nous avons donc arrêté de poser des questions et nous sommes allés nous baigner dans un endroit où peu de gens la regardaient. Et grâce à la compagnie de mon enfant Pierre, elle et beaucoup d'autres amis, Marie a pris un bain en costume. Elle a porté une robe avec 2 fleurs pour le dîner de la dernière soir. Les accueillir, les embrasser pour ce qu'ils sont, c'était aussi apprendre à dialoguer avec eux. Et c'était pas facile malgré la technologie. Jouer avec eux, cuisiner quelque chose qu'ils aimaient. Nous avons cuisiné, mangé le borscht, une soupe très chaude en plein été, mais c'est une soupe hivernale. Nous sommes allés à Rome en plein été parce qu'ils voulaient voir la tour de Pisa à Rome. Mais ils se sont contentés de voir le Colisée. Les accueillir a aussi vouloir dire faire quelque chose d'erroné comme proposer de jouer à Risico parce qu'il aussi ne pouvait voir son père et leur papa depuis 2 ans. Et je me souviens que l'une des premières choses qu'ils nous ont dit était que nous habitons dans une petite ville sur la côte adriatique. Aller dans la rue n'était pas en danger et le fait de ne voir pas aucune personne ivre, ce qui n'était pas le cas à Kiev. Beaucoup de nos amis proches et lointains se sont engagés avec nous dans cette aventure et nous ont donné du temps, de l'attention, de l'affection. Et pour nous, c'était très important parce que vous ne pouvez pas réussir seul. Et ce concept est très évident. Je pense qu'on ne peut pas soutenir la fatigue et l'espérance toute seule. Aussi, l'amitié, c'était quelque chose de bel à voir. Au-delà des tentatives d'expliquer pourquoi nous avons accepté de l'accueillir. Enfin, et pour conclure, le geste de charité a une valeur éternelle, comme le disait Luca, parce que cela donne valeur à chaque action et laisse que quelqu'un d'autre les fasse. Et autre chose, ces gestes dilatent l'expérience en nous et ceux qui sont autour de nous. En paraphrasant le sort de Dieu, Luigi Giussani, l'espérance ne peut enlever la douleur, mais peut enlever de la racine toute peur. Merci. Grazie Monica. Merci Monica. Nous avons entendu des familles vivantes qui construisent la paix, des familles qui donnent aussi la vie, au sens qu'ils la génèrent,
Nous parlons beaucoup aujourd'hui de dénatalité, de perte de la natalité. Et il est nécessaire de raconter pourquoi il vaut la peine de faire naître des enfants aujourd'hui. Ça semble aller de soi, mais ça ne va pas de soi. Il suffit d'écouter certaines interviews qui ont été publiées en Italie sur des journées des couples qui soutiennent la décision de vivre ensemble sans mettre des enfants au monde. Et toi, Martina, pourquoi, en pensant à la forme que pourrait prendre votre famille, vous avez décidé, toi et ton mari, d'avoir des enfants? Et par rapport à ces raisons, quelle expérience est-ce que vous vivez aujourd'hui avec eux en les élevant? Pourquoi est-ce qu'il vaut la peine aujourd'hui de mettre des enfants au monde? Bonsoir à tous, je m'appelle Martina, j'ai 37 ans et je vis et je travaille à Milan. Je suis mariée avec Matteo depuis 11 ans. Nous avons 4 enfants qui ont entre 9 et 1 an. J'ai accepté l'invitation de Luca parce qu'il est ami de mon mari et il guide une réalité qui, ces dernières années, m'a intéressée. Et ils m'ont accompagnée avec leur jugement et leurs tentatives dans certains des défis que j'ai dû affronter et qui me tiennent à cœur. Quand je me suis mariée, je n'avais sincèrement aucune clarté ou pas de grande clarté sur ce que j'attendais à l'avenir de ce rapport ou de grandes attentes. J'ai jamais désiré en soi une famille nombreuse. C'était pas une fixation pour moi. Mais ce qui était clair pour moi, c'était le chemin que j'avais fait et la conscience que j'avais du grand geste de liberté de mon mari qui, tout de suite, nous a rendu, après notre oui, une famille, dans le sacrement du mariage. Au bout de à peu près 2 ans est arrivée la grâce de la naissance de notre première fille. Et en moi est née la conscience de quelque chose qui était né de notre disponibilité, mais qui, dès le premier instant de sa vie, n'était pas entre mes mains. Mais en même temps, nous en étions totalement responsables. Et cette dichotomie, au départ, ça m'a un peu laissée surprise. Il y avait quelque chose de nouveau, de réel, en chair et en os, ma fille, qui avait eu la force de bouleverser ma vie à 100%, mais qui, au fond, ne m'appartenait pas. Je ne pouvais rien faire pour qu'elle existe à cet instant-là. C'était un défi énorme, mais qui a donné plus de sens et plus de grandeur à la vie de notre famille et à la mienne. Au fil des années, notre famille a grandi et nous avons grandi en même temps que nos enfants et nous sommes aperçus que rien n'allait de soi, que ce n'était pas simple. Nous avons construit une famille nombreuse, je crois que c'est comme ça qu'on peut l'appeler à notre époque, en 2025, dans un contexte hostile, un système fiscal qui n'est pas adapté, une ville qui n'est pas adaptée, des contextes de travail qui ne sont pas adaptés. Ça n'a pas été simple, ça ne l'est pas et sur le plan économique. Ce n'est pas simple non plus dans la logistique de la ville de Milan, parce que c'est peut-être des expériences nouvelles, mais moi j'ai dû inscrire mon enfant à la crèche avant sa naissance en inventant un nom qu'il n'avait pas encore, ou je dois inscrire mes filles au centre de loisirs pour l'été dès le mois de mars, ou bien mon mari doit commencer à faire la queue pour inscrire nos enfants à la natation à 6 heures du matin. Donc, ce sont des situations que nous nous trouvons à vivre au quotidien. Donc, ce n'est pas facile d'associer notre vocation et nos talents professionnels dans lesquels tous les deux nous sommes appelés. En particulier moi, en tant que maman, comme ça a été dit tout à l'heure, je me sens aussi de devoir être performante en tout ou de vivre toujours sur un fil et de faire des numéros d'équilibriste. Et pour moi, ça a été un défi. Notre famille ne tient pas seulement debout en tant que structure sociale. Ça ne me suffirait pas. Et probablement, je serais déjà effondrée. Mais c'est avant tout pour moi un lieu de paix. Bien entendu, je ne parle pas de silence parce qu'avec 4 enfants qui se disputent toute la journée, ce n'est pas le cas. Mais un lieu où notre vocation est claire et où je fais
à chaque fois l'expérience du sens. Dans le monde quotidien, on fait l'expérience de peu d'espérance, peu d'espoir. Je lisais sur un groupe Facebook de mamans de Milan, une maman qui écrivait de façon anonyme son malaise face à une guerre qui éclate. Elle se posait la question s'il valait la peine de mettre un enfant au monde dans le monde dans lequel nous vivons. Alors je suis allée voir les réponses qui étaient données et j'étais encore plus surprise que la question qui au fond était compréhensible. Les réponses disaient toutes: ne lis pas, ne t'informe pas, moins tu sais et mieux tu vas. Ne fais pas confiance à ce que tu lis, tu es du bon côté du monde, donc on exagère, ne t'inquiète pas. Alors je me suis demandé, moi, comment je répondais à ça? Comment est-ce que dans un monde qui manque d'espoir, où on étouffe le désir d'espérance, comment est-ce que je peux vivre un regard d'espérance pour moi-même et pour mes enfants? Et je me suis aperçue que mes enfants sont faits et pensés comme, si je pense mes enfants comme un devoir que je dois réaliser, alors je suis bloquée et je me scandalise parfois en me trouvant à penser que je serais plus libre sans eux, et alors je suis plus aride. Oui, ça nous arrive à nous aussi. Et alors pourquoi est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui arrive? Une vacance entre amis, une rencontre, la demande d'avoir un enfant, la discussion avec un collègue qui veut mieux comprendre mon choix, la maladie du fils de mes amis. Il arrive des choses qui me remettent debout et qui changent mon regard sur mes enfants. Nous ne faisons rien d'extraordinaire et nous n'avons certainement pas des enfants extraordinaires, mais nous voyons en eux une possibilité d'espérance quotidienne faite de tentatives, d'efforts. Et eux, dans leur quotidien, ils nous témoignent cela. Donc nos enfants sont l'occasion de pouvoir faire avec eux un chemin. Et ça, c'est une grâce. Ils commencent à grandir maintenant et ils commencent, surtout les deux plus grands, à faire certaines expériences qui sont en dehors de ce que nous pouvons contrôler. Ils ont leurs inclinations, leurs préférences. Et cette responsabilité dont on parlait au départ change. Ce n'est plus les contrôler à 100%, les préserver, mais dans notre mission de parents, il faut faire naître et grandir leur voix, leur moi. Et au cours de ces années, j'ai agrandi en moi la conscience de ce que dit Don Giussani, accompagné vers le destin. C'est une phrase que j'ai entendue très souvent, mais qui est devenue plus claire maintenant dans mon expérience de famille vis-à-vis de mon mari et de mes enfants. L'espérance que je désire pour eux, dans un monde que je ne peux pas décider et que je n'ai pas créé moi-même, c'est de pouvoir leur montrer un regard qui ne regarde pas la réalité avec peur, mais avec confiance. Et cette confiance naît uniquement s'ils voient en nous adultes et nous qui sommes leurs parents, une certitude. La certitude que la vie a un sens, que quelqu'un nous l'a donné et qu'il nous la donne. Je n'ai pas trouvé d'alternative qui soit en mesure de tenir debout avec espérance face aux défis que j'ai rencontrés ces dernières années. Et pour finir, comme l'a dit certains des intervenants, je m'aperçois que pour ne pas tomber dans le poids du quotidien pour nous, c'est important de ne pas être seul, mais construire ensemble. Dans le temps que nous avons, nous, avec nos amis, avec les personnes qui nous sont proches, nous cherchons à être ensemble et à échanger pour échanger des morceaux de monde en faisant des choses très simples, pour, par exemple, contribuer à une expérience scolaire plus belle pour nos enfants. On peut faire comme ça des choses que seul on ne pourrait pas faire au niveau du temps et au niveau économique. Nous partageons des difficultés ou des situations où on a du mal à bien voir et on s'aide à ne pas en rester prisonnier. Je lisais récemment une phrase sur un tract écrit par des étudiants sur la situation de la guerre. Un tract qui dit « Si le Christ est notre espérance, le mystère de l'Église est sa continuité. Alors la continuité, collaborer à construire l'Église, c'est la seule manière
pour penser au monde avec amour est la seule manière pour rendre notre vie dans le monde utile. Dans mon expérience, notre famille, avec tous les défis, les difficultés, la beauté qu'elle a, peut devenir un lieu où on construit un monde nouveau. Et avec toute l'expérience que nous avons fait jusqu'à maintenant, ça en vaut la peine et pour nous, c'est un privilège. Grazie. Grazie Martina perché ci hai Merci Martina parce que tu nous as témoigné ce que signifie construire une famille avec une grande perspective. Maintenant, je vais proposer un dernier tour d'intervention, très bref, en demandant à chacun. Nous avons entendu des témoignages, des jugements. Quel aspect vous rapportez à la maison à partir de ce que vous avez entendu par rapport au titre de notre rencontre et au titre de ce meeting? Le titre de ce meeting, c'est-à-dire la construction d'un monde nouveau. Quels sont les aspects qui vous ont le plus touché? Proprio una battuta. Oui, seulement une boutade avec laquelle je voudrais commencer avec Martina, ce qu'il avait dit. Espérer, c'est difficile. Le faire chaque matin, tel qu'il arrive dans la vie d'une famille, quelquefois devient vraiment déchirante. Et donc, la famille et mariage n'est pas une espèce de do ou des, mais se fonde sur la décision de se donner. Donner la vie d'un homme et d'une femme à ses propres enfants. Qui donne sa propre vie n'est pas en sécurité. Et cela est arrivé au premier qui a donné sa propre vie, Jésus. Qui donne sa propre vie est sauvé, n'est pas en sécurité. Qui veut sauver sa propre vie va la perdre. Il ne s'agit pas de vivancer, mais de vivre sa propre vie. Voilà pourquoi, dans l'aventure de la famille, espérer ne signifie pas que tout réussira bien, mais que croire que tout pouvoir avoir un sens. Je pense aux blessures présentes dans les familles et aux personnes qui ont des enfants difficiles. Parfois, il peut être aussi une faillite, l'expérience de la famille. Nous ne sommes pas en sécurité, mais évangéliquement, nous sommes sauvés. Être famille signifie mettre de côté le mythe du risque zéro. L'écrivait George Bernanos que l'espérance n'est pas un risque à courir, mais c'est le risque de risque. Voilà pourquoi je voudrais être bien enracinée dans cette pensée. Donc, il pourrait aussi aller mal et ne pas aller bien, mais il faut croire que tout a un sens et Grazie. Grazie, Monseigneur Danini. Merci, Monseigneur Danini. Adriano, à toi. Très rapidement, de ce que nous venons d'entendre, voilà ce que je conserve. 2 mots. D'abord, le courage, ne pas avoir peur, ne pas se laisser arracher l'espérance, et un chemin qui est celui d'être ensemble. Et je pense que c'est quelque chose que nous avons entendu dans toutes les interventions. Tout seul, on étouffe, on se retire et on espère malgré nous, avec les autres, pour les autres. Et je pense que la dimension d'être ensemble, c'est ce qui nous sauve. Cette amitié qu'il faut conserver entre nous et pour le monde qui nous a été donné, en le considérant comme le meilleur moment qui nous a été confié. Parce que si on ne considère pas ce moment comme le meilleur et nos compagnons de route comme les meilleurs qui ont été pensés pour nous, alors on commence nous-mêmes à perdre l'espérance. Merci Adriano. Achille. Oui, je pense que le concept de construire une famille, c'est quelque chose d'individuel et un choix tout au féminin. Et je pense que dans cette phase,
il y a besoin d'une aide. Je regarde au côté public et je dis que les administrateurs publics doivent commencer à penser à cette initiative, à ce choix, et en aidant la femme lorsqu'elle commence à penser de le Pour mon expérience personnelle, les informations ne sont pas toujours disponibles et il est parfois difficile d'aller les chercher. Et puis, il faut construire un écosystème de services et de politiques qui puissent soutenir la famille, non seulement pour qu'elle grandisse en nombre, mais qu'elle puisse aussi se construire le mieux possible. Voilà ce que je rapporte à la maison. Merci. Et Fernando. Si nous voulons régénérer l'espérance avec les familles, il faut restituer l'espérance aux familles elles-mêmes. Et c'est à partir d'initiatives comme celle-ci, le travail sur de nombreux fronts, de beaucoup d'associations, de leaders, de mères, de familles qui accueillent. Voilà, cette rencontre, cette atmosphère que j'ai vécue depuis hier après-midi quand je suis arrivée ici, m'émeut beaucoup. Se trouver avec d'autres familles, c'est émouvant. Voilà, c'est cela que je rapporte. Et il faut montrer au monde la beauté de la famille. Et cela aussi, ça nous rendra l'espérance. Monica. Monica. Allora, sicuramente Ce que je voudrais remarquer, c'est la dimension la dimension du rapport de l'amitié et du partage. Parce que par expérience que j'ai fait dans ma famille d'origine, c'est pas possible de faire tout seul. Il faut le soutien des autorités fondamentales et c'est un soutien fondamental, mais il faut aussi des rapports d'amitié parce que sinon tout cela devient impossible. Merci Martina. Je remercie tous les intervenants et en particulier Monseigneur Dianin parce qu'il me semble qu'il a clairement investi la famille d'une mission qui me semble intéressante et que je n'avais peut-être jamais envisagée pour ma famille. Comme vraiment la possibilité que les familles soient l'instrument pour apporter l'espérance dans ce monde et pour regarder avec confiance l'avenir, même s'il est différent de celui du passé. Merci. Je remercie de tout cœur nos invités et vous tous pour l'attention. Vraiment, la famille peut faire renaître l'espérance, une espérance qui, comme nous le rappelait Monseigneur Dianin, peut avoir une fonction révolutionnaire. Et la famille peut être le propulseur d'un changement radical, à la fois pour la personne et pour la société. Et cela peut se produire avec plus d'efficacité si on se fait compagnie, si on crée des réseaux, si on n'est pas seul. C'est un changement pour la personne, parce que la famille est le premier lieu où chacun vit l'expérience d'être aimé. Que ça soit un de nos enfants ou un jeune qu'on héberge. Et Léon XIV nous l'a rappelé en disant « Nous tous, nous vivons grâce à une relation, c'est-à-dire un lien libre et libérateur d'humanité et de soins réciproques, comme nous l'ont rappelé nos intervenants. Et c'est aussi un changement pour la société. Si nous nous aimons de cette manière, le rappelait le Saint-Père toujours, sur le fondement du Christ, nous serons signes de paix pour tous dans la société et dans le monde. Et n'oublions pas que c'est des familles que naît l'avenir des peuples. Merci encore à tous. Et avant de vous quitter, je dois lire un avis important. Chacun d'entre nous
peut apporter une contribution essentielle au meeting. Chaque don est une nouvelle brique pour continuer à construire ensemble des lieux de beauté, de rencontres et d'espérance. Dans tout le parc des expositions, on peut retrouver des stands intitulés Dona Ora avec un cœur rouge. Et la fondation du meeting est un organisme du secteur tertiaire. Donc, pour les Italiens qui donnent, il y a la possibilité d'avoir des réductions fiscales. Donc, merci encore à tous pour votre attention et à bientôt. Questo è un luogo che genera dialogo, Qualcuno che si impegna, che si che batte. approfondisce la conoscenza e sostiene la fiducia. È un crocevia dove si incontra chi desidera il vero, il bello, il giusto e il bene. È una testimonianza di speranza nel cuore ferito del presente. E tutto questo Proporre con la propria vita esiste anche grazie a te.